Bienvenue dans le bus qui va nous faire voyager dans le Seignanx cet après-midi. On se trouve dans le contexte des assises du Seignanx. On a démarré ces assises depuis maintenant plusieurs jours. On a fait une inauguration d'ailleurs lors du marché à Saint-Martin-Seignanx avec la caravane du Seignanx qui nous a permis de démarrer vraiment des rencontres avec tous les habitants du Seignanx, du moins le plus possible d'habitants du Seignanx dans les semaines qui viennent. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une autre initiative prise dans le cadre des assises du Seignanx. C'est une des premières initiatives qui va nous amener à aller à la rencontre de certains acteurs du développement dans le Seignanx. Et cet après-midi, donc, ce sont des agriculteurs, des producteurs et également une société qui va nous accueillir, puisque c'est la société Léol à Tarnos. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre de tous ces acteurs et d'échanger avec eux sur les problématiques d'alimentation, de façon à développer ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts et de façon à ce qu'on puisse consommer le plus possible localement. Voilà, c'est un enjeu fort, une question centrale dans le projet du Seignanx. Et nous avons donc sollicité à la fois le service environnement de la communauté de communes, que je salue. On a également sollicité Laurie Debove qui est à nos côtés, qui va se présenter. Et donc, grâce à elle, on va avoir des éclairages tout au long de notre petit circuit de cet après-midi. Et bien sûr, ça va nous amener à échanger avec elle, entre nous et avec les producteurs et acteurs que nous allons rencontrer. Donc, très belle visite à tout le monde. Je suis journaliste spécialisée en écologie, rédactrice en chef du média indépendant et écolo La Relève et la Peste. Je m'intéresse beaucoup aux questions de résilience des territoires et notamment aux résiliences alimentaires des territoires. Pour ça, je travaille avec de nombreuses associations, dont Sol, qui s'occupe de faire pousser des fermes agroécologiques en France, en Inde et au Sénégal, mais également pour le collectif pour une autre politique agricole commune, pour une autre PAC, qui regroupe plus de 40 organisations et qui milite pour que la PAC, donc la subvention européenne qui débloque 9 milliards d'euros par an en France pour l'agriculture, oriente notre agriculture vers un virage beaucoup plus agroécologique et cohérent avec les défis climatiques, sociaux et écologiques du XXIe siècle. Donc on est aujourd'hui dans cette journée qui fait partie des journées des assises de l'alimentation pour la communauté de communes du Seignanx. On va aller voir plusieurs fermes, donc celle de Jonathan et Simon, la ferme des Laminac, et celle de Anthony et Zoé qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui sont deux modèles différents. Et au long de la journée, je vais vous expliquer en fait entre chaque ferme pourquoi c'est intéressant d'avoir des modèles différents et à quels défis, à quelles problématiques ces fermes-là répondent. Alors déjà, est-ce que tout le monde, et vous allez pouvoir lever la main pour me le dire, a entendu parler ou est familier du terme résilience ? Du coup, la résilience, c'est la capacité d'un système à s'adapter à des chocs et à faire face à des crises. Et en fait, là, ce qui s'est passé depuis un an avec le coronavirus, ça a été la première peur, la première inquiétude des gens. Tout le monde s'est précipité dans les supermarchés pour faire le stock de pâtes, de farine et de papier toilette. Et en fait, ça a aussi mis en exergue tous les dysfonctionnements de notre système alimentaire industrialisé. Donc, c'est-à-dire qu'on a de la nourriture qui va voyager sur de très grandes distances. On va avoir des agriculteurs qui sont dépendants d'intrants chimiques, de ressources extérieures, etc., etc. Et en fait, quand tout ce chantier est déstabilisé, ça peut faire une série en domino avec un effondrement en fait du système alimentaire et agricole. Donc ça, c'était vraiment la grosse première peur au début de ce premier confinement en 2020. Le gouvernement, les agriculteurs, tout le monde a très bien joué le jeu, les routiers, tout le monde a joué le jeu pour que le système se maintienne. On a eu quelques points de tension, quelques points de friction, notamment sur la farine, parce qu'il y a eu une explosion de pâtisseries maison et donc de demandes pour la farine. Et les minoteries françaises n'arrivaient pas à suivre le rythme en termes de quantité de ce qu'il fallait. En France, il faut savoir qu'on a quand même des défis qui sont importants. Par exemple, on importe un fruit et légumes sur deux, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de nourrir la population française en fruits et légumes pour l'instant. Le maraîchage, on va le voir avec Jonathan et Simon, c'est très exigeant et ça dépend de beaucoup de conditions, ce qu'on appelle des conditions pédoclimatiques, donc à la fois les conditions du sol et les conditions du climat pour faire pousser ces cultures-là. Donc on a aussi les défis de la crise climatique, bien évidemment. Par exemple, pour vous donner un chiffre très concret, en 2003,
pendant les canicules, on a perdu 25% des récoltes. Et les canicules de 2003, là c'est un petit peu ce qu'on a en ce moment chaque été, donc on a des grosses pertes de récoltes, quand c'est pas les tempêtes de grêle qui viennent faucher toutes les productions de fruits et de pêche dans la Drôme. Enfin vraiment, on se rend compte à quel point la crise climatique, elle n'est plus un objectif lointain, une menace qui plane, elle est déjà présente et en fait on doit déjà s'adapter. Et ce qui est compliqué, c'est que notre système alimentaire industriel, il est tellement complexe, il est tellement énergivore que c'est très difficile de le changer de place sans des aides, des subventions et des investissements massifs. Parce qu'on dit toujours qu'il faut donner des subventions pour la bio, mais pour l'instant, c'est surtout de l'agriculture industrielle qui a des subventions. C'est des subventions qui ont d'ailleurs encouragé la mécanisation et les agrandissements des fermes. Du coup, maintenant, en fait, on a des fermes qui sont tellement gigantesques que les agriculteurs ont du mal à retrouver des repreneurs parce qu'ils doivent beaucoup s'endetter pour pouvoir les traiter, les produire, etc. Et en fait, on a un agriculteur sur 3 qui va partir à la retraite, là, d'ici peu, d'ici 20-30 ans. Donc c'est vraiment une problématique actuelle et une inquiétude de la part des gens parce que du coup, on a des jeunes générations motivées qui sont quand même certaines dans une démarche un peu plus agroécologique pour ce qui est de cultiver les sols. Et puis on a ce problème de l'accès au foncier, des terres qui sont parfois ravagées par le fait d'avoir mis des pesticides, des fongicides, etc. Où on a complètement tué toute la vie du sol, où on n'a plus les auxiliaires de culture. En France, par exemple, avant ce qu'on a appelé le grand remembrement, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sous Edgar Pisani, il a été décidé pour faire sortir des bras des champs et les mettre dans les usines, et aussi pour bénéficier de l'aide du plan Marshall des Américains, de remembrer l'agriculture française. Donc on a défoncé tous les bocages, toutes les haies, etc. On a agrandi les parcelles, mécanisé, laissé la place pour les tracteurs. Et en fait, la conséquence dévastatrice de ça, ça a été qu'on a perdu énormément de biodiversité dans les campagnes et qu'en fait, c'est cette biodiversité dont on a besoin pour prendre le relais des intrants chimiques comme auxiliaire de culture. Et donc en fait, quand on parle d'agroécologie, l'agroécologie, c'est pas une méthode, une technique, ça peut prendre des formes différentes de culture et d'élevage, mais par contre, ça va régénérer les sols, ça va chercher à économiser le moins de ressources possible, le moins d'eau possible, parce qu'on a beaucoup de problèmes d'eau, même si on ne se rend pas compte en France, et ça va aussi chercher à boucler les sites de l'azote, du phosphore et du potassium dont les plantes ont besoin en fait pour pousser sereinement. La problématique eau, elle est aussi très présente en France, particulièrement dans les Landes, parce qu'on alterne ici entre des conditions météo où ça va être des intenses précipitations l'hiver sur des sols qui vont parfois peiner à absorber l'eau si ils n'ont pas une assez bonne consistance, et des canicules l'été qui vont mettre les récoltes en difficulté. Donc c'est toutes ces problématiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, parce que c'est les jeunes agriculteurs qu'on va voir aujourd'hui, et qui vont vous expliquer eux qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix de culture, pourquoi et à quels besoins et quels enjeux ça correspond. Est-ce que vous avez des premières questions? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Oui. C'est pas à charge quand même de l'agriculture conventionnelle quand même. Pas du tout. Ah bon. Non, c'est pas le but. En fait, c'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu délicat en écologie, c'est qu'on donne souvent l'impression que c'est à charge contre des gens, contre quelqu'un. Non, les choix qu'ils ont fait à l'époque, ils étaient cohérents. C'est-à-dire les gens avaient faim, il fallait les nourrir, il fallait sortir les bras des champs pour les mettre à l'usine. C'était des choix techniques de société, voilà, on les a fait. Ça a très bien marché pendant un certain temps. Mais maintenant, pour l'agriculture industrielle, on arrive quand même à une stagnation des rendements. Donc même pour les agriculteurs, ça devient compliqué parce qu'ils sont toujours dépendants financièrement des intrants extérieurs, etc. Mais ils n'ont plus aussi d'aussi bons rendements qu'avant. Donc même eux, d'un point de vue agronomique et financier, ça devient un peu compliqué. Donc c'est pas une question de dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est une question de voir quels sont le constat, quel est le problème et comment on s'adapte, quels sont nos choix de société, comment on y fait face. Et c'est pour ça que je parlais de la politique agricole commune, parce que ça, typiquement, on ne peut pas compter sur le seul individu, on ne peut pas que responsabiliser les gens, il faut qu'on apprenne à faire société ensemble, et pour faire ça, il faut qu'on ait des politiques publiques efficaces qui donnent des aides concrètes financières sur la transformation d'une ferme. Par exemple, un sol, pour le passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio, il faut quand même un temps de transformation du sol qui est incompressible. C'est quand même 5 ans en moyenne, 3 à 5 ans minimum, donc ça prend du temps. Les agriculteurs, ils ont besoin de vivre de leur métier. S'ils ne sont pas aidés financièrement,
c'est un risque financier qui est trop grand pour eux en fait. Et en plus, souvent, ils sont pris dans une spirale d'endettement parce que c'était à un moment donné ce que leur système leur a demandé. Et puis finalement, 5 ans plus tard, on va leur dire on fait tout bio. J'ai l'exemple d'un agriculteur, lui, qui faisait des poules pondeuses. Mais vraiment, elles étaient toutes sur Caribotti dans des hangars qui montaient à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et en fait, la grande distribution, à qui il vendait ses œufs, lui a demandé de passer en bio, sauf qu'il n'avait plus la surface au sol pour passer en bio. Donc là, on avait un monsieur qui était endetté à hauteur d'1 million d'euros avec sa femme, son enfant, des tonnes de poules et pas du tout les capacités techniques et financières de changer de modèle parce qu'en fait, il n'était pas accompagné pour ça et qu'il prenait le risque lui personnellement et individuellement et qu'il était déjà très endetté. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est de la faute des agriculteurs ou c'est de la faute de telle personne, c'est juste que notre société se réveille un peu tard, que ça y est, là on commence à rentrer dans le dur, que le coronavirus c'est quand même un signal très fort par rapport à nous, pays riches, qui étions jusque-là très préservés de ces épidémies et de toutes ces choses. Et donc là, on se rend compte qu'il faut changer, qu'on n'a plus le choix, mais on ne peut pas laisser cette seule responsabilité aux seuls agriculteurs, au contraire. Et c'est aussi l'objectif des assises de l'alimentation de la communauté de communes du Seignance, c'est de montrer à tout le monde ce que chacun peut faire pour s'inscrire dans cette dynamique-là. Il y a une échelle individuelle, ça va remettre au goût du jour l'agriculture vivrière. Donc les confinements à répétition ont relancé la mode des potagers. Et c'est très bien parce qu'en fait, quand on dit qu'un fruit et légumes sur 2 est importé et qu'en plus, il faut un certain temps de changement des pratiques agricoles, etc., bah là, on a un gros besoin de tout le monde sur le pont pour mettre la main à la pâte, mettre la main à la terre, ramener de la biodiversité dans les campagnes, ramener de la matière organique dans les sols et commencer à passer à une économie de l'exploitation, à une économie de la régénération, en fait. C'est ça qui est un peu le défi de l'agriculture au XXIe siècle. On parle des défis agricoles, mais est-ce que ce n'est pas un défi plutôt de la population? Parce qu'à l'heure Quand on veut être écolo, il faut manger bio, local, de saison. Ça, c'est la base, voilà. Alors oui, on ne pourra plus manger des tomates en plein hiver ou alors du coulis de tomates ou des conserves qui auront été préparées pendant l'été avec le surplus des récoltes ou les tomates un peu moins jolies pour les mettre sur les étals du marché. Mais oui, il y a aussi une éducation populaire à faire et on est bien... C'est pour ça en fait qu'il faut sortir de l'écologie punitive en mode oui mais j'aurais plus mes tomates en plein mois de décembre. Non, au contraire, on va redécouvrir son terroir, on va redécouvrir des variétés anciennes qu'on avait un peu mis de côté parce que les gens ont aussi peut-être plus de monotonie dans leurs assiettes et moins de diversité. Et là, on va pouvoir varier à nouveau l'alimentation, intégrer aussi beaucoup plus de fibres, de légumineuses, de protéines végétales en fait pour réduire ce qu'il va falloir réduire beaucoup, ça je le sais que ça ne plaît pas à tout le monde, la part de consommation de viande, mais c'est un fait, on n'a pas le choix en fait, c'est comme ça. Et donc c'est le monde qu'on a en héritage aujourd'hui et ce qu'il convient nous d'en faire. Et en fait quand on le voit comme quelque chose qui fait sens parce que ça répond à des problématiques sociétales données, c'est pas une contrainte, c'est juste logique en fait, c'est juste le pas de plus vers ce fameux monde d'après dont on a si bien parlé il y a un an et qu'on peine encore à voir émerger aujourd'hui. est-ce que vous croyez que le pour acheter que des produits bio? Est-ce qu'on peut le permettre dans ces zones-là? Alors il faut savoir qu'il y a plus de demandes en bio en France que d'offres en bio. Donc là par exemple sur l'année 2017-2018, il y a eu 18% d'augmentation de la demande des Français en produits bio. Et en même temps, on est passé de 28% à 31% des aliments bio importés en France pour satisfaire cette demande. Donc là, clairement, en fait, on assiste à un phénomène qui est très simple, c'est que la demande, elle est là, il y a des gens qui sont prêts à payer, et après, oui, il faut juste qu'il y ait l'offre qui suive. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les plus petits salaires, et ça va se faire à travers de la récupération, ça va se faire à travers... peut-être des chantiers d'insertion ou des paniers en fonction des revenus. Il y a d'autres organisations qui proposent une sécurité sociale de l'alimentation pour donner les moyens aux gens très précaires de bien se nourrir, qui est un droit humain fondamental. Donc c'est vrai qu'il y a des défis et que c'est pas facile, hein, c'est clair. Hein. C'est toujours un petit peu le truc, c'est de se dire ah c'est très beau les grands discours écolos, mais en fait dans la pratique on a des contraintes et c'est des choix qui sont un petit peu des arbitrages entre l'idéal vers lequel on tend et ce que pragmatiquement on est capable de faire. Un exemple tout bête, c'est souvent en maraîchage biologique.
les jeunes agriculteurs qui s'installent, au début, ils ne veulent pas bâcher avec du plastique. Parce que voilà, le plastique, tout le monde en a entendu parler, on n'aime pas, on veut éviter les produits dérivés du pétrole, etc. Sauf que concrètement, quand on ne met pas de désherbants, de produits chimiques, etc., sans bâche, au printemps, c'est la jungle. Et donc c'est hyper compliqué pour les agriculteurs de devoir tout désherber à la main, parce qu'ils n'ont pas tous des enfants pour les aider tous les jours dans les champs. Donc il y a un moment, il faut faire des choix qui sont aussi des choix techniques, et ça va passer par des choix pragmatiques en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, donc la première ferme qu'on va voir typiquement, ça s'appelle la ferme des Laminac. Elle a été montée par Jonathan et Simon. Elle est à Saint-Martin. Et en fait, eux, ils sont vraiment lancés dans le maraîchage sur un terrain qui était rempli d'ajoncs et dont tous les agriculteurs du coin pensaient qu'ils n'arriveraient rien à cultiver dessus. Donc ils se sont dit, ok, on accepte le challenge et on va essayer de travailler cette terre, de travailler ce sol pour faire en sorte que oui, on puisse faire pousser des fruits et des légumes principalement à cet endroit-là. Donc, vous allez voir, ils ont mis en place plusieurs buts de culture et ils font partie aussi d'un collectif avec lequel ils étudient en fait leur sol pour voir l'évolution du sol avec le travail au fur et à mesure des années, comment le sol réagit à certaines pratiques agricoles. Ce qu'il faut savoir que quand on parle de capter du CO2, le sol, c'est un énorme réservoir de carbone en fait, et on a besoin de les reconstituer pour remettre le carbone dans le sol, le séquestrer dans le sol, et c'est la nourriture des plantes. Donc c'est un bon carbone. On a tendance à penser que c'est mauvais, mais on est tous constitués de carbone, et le carbone, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on aura un sol en bonne santé avec des plantes qui vont trouver leurs nutriments et tous les éléments dont elles ont besoin pour pouvoir grandir. Et en fait, le problème pourquoi il y a de plus en plus de gens là qui se désintéressent du labour ces derniers temps, ou en tout cas qui essayent de labourer sur des couches moins profondes, c'est parce que le labour va libérer en fait beaucoup de carbone dans l'atmosphère et donc va participer à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc en fait, le principe, par exemple, un des principes agroécologiques, c'est d'essayer d'avoir le moins de travail du sol possible pour vraiment garder ce carbone dans le sol et faire en sorte comme ça qu'on recrée la vie du sol au fur et à mesure et que d'année en année, ça s'améliore. Donc il y a plusieurs systèmes qui sont possibles. Là, Jonathan et Simon vont nous parler du leur. Il y aura aussi la ferme de Anthony et Zoé, où eux, ils comptent sur la présence d'animaux. Donc vous allez voir des animaux, ils vont vous expliquer pourquoi ils ont choisi ces animaux-là pour leur système agroécologique. Et voilà, ça va être un petit peu ça la journée. Donc voilà, on va commencer par voilà, le terrain. Donc c'était entièrement des ajoncs comme ça et de la fougère. Donc notre premier défi, c'était de voir un peu ce qui se passait dans le sol. Donc on a fait faire des analyses chimiques. On a fait venir un ingénieur agronome spécialiste des sols. Donc on a fait plusieurs tarotages pour voir un peu ce qui se passait chimiquement dans le sol. Donc ce qui a ressurgi en premier, c'est l'acidité du sol. Ici on est dans des sols très acides, c'est la région qui veut ça. Hein. Et voilà, la fougère nous faisait présumer qu'on allait être sur une terre très acide. Pour vous dire très acide, c'était quand même un pH à 5,5 en pH haut. Et en pH KSL, c'est une autre façon de mesurer le pH à 4,5. Donc c'est vraiment très bas. Le pH haut, il n'est pas très, on va dire, c'est pas une très bonne référence parce qu'en fait il bouge vachement selon la saisonnalité. C'est-à-dire qu'en été, ça peut se modifier, ça peut se modifier d'un point. Donc on se base plus par rapport à ce pH KCL. Donc ce qui était intéressant, c'est que nous, dans les échos qu'on a entendus, c'est qu'on n'arrive pas à remonter un sol, même avec des pratiques de chaulage, des trucs comme ça, on n'arrive pas à remonter le pH. Ça, c'est des études qui ont été faites souvent sur des grandes cultures, où ils utilisent des engrais chimiques. Et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à remonter correctement leur pH. Nous, aujourd'hui, il y a le technicien de AgroBioland qui est venu hier. Et donc les toutes dernières analyses qu'on a fait, on est remonté à un pH à 6,6. Donc c'est un pH légèrement acide et en gros c'est l'idéal pour du maraîchage, quoi. Donc ça voilà, on est arrivé à ça au bout de 3 ans d'apport de calcaire. Donc il y a beaucoup de roches calcaires qui a été amené. C'est ça qui va désacidifier le sol un petit peu.
On a fait tout broyer, donc tous ces ajoncs, on a fait tout broyer, tout incorporé au sol. Donc il y a eu un an où il y a eu beaucoup de matière carbonée, donc ça a mis un an, si vous voulez, à un peu se désintégrer. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon une fin d'azote qui se crée en fait, parce que donc, les bactéries sont utilisées pour minéraliser un peu toute cette matière organique, quoi. Donc voilà. Donc là on a notre 4e année de culture. Voilà, on s'est inspiré donc de plusieurs méthodes de ce qui se faisait. On s'est rapproché donc de AgroBio, qui est une agence nationale. Ils ont des agents entre guillemets pour chaque département. Et donc là on travaille avec cette association. On fait un référencement un peu des fermes, des micro-fermes bio, c'est ce qu'on appelle ce type de ferme, dans toute l'Aquitaine. Donc on a vu ce qui était viable, ce qui se faisait, parce qu'aujourd'hui voilà, l'agriculture est soumise un peu à un extrême, j'ai envie de dire, par rapport à des pratiques anciennes. Aujourd'hui on voudrait changer, mais c'est pas... voilà, on peut entendre tout et n'importe quoi sur des vidéos, spécialement sur internet aujourd'hui, où on va voir une vidéo YouTube. Des fois on entend des mecs dire avec un aplomb et une confiance énorme que on prend une prairie, on jette des graines et ça pousse, quoi. Ça c'est pas vrai. Et donc voilà, donc, en se rapprochant de tout ce qui se faisait déjà, parce qu'on n'a rien inventé, on a décidé de prendre un chemin. Donc nous au départ parce qu'on faisait beaucoup de potager et tout ça, on voulait partir sur du non-travail de sol, ce qu'on entend beaucoup en ce moment et tout ça. Pas utiliser de tracteur. Aujourd'hui on est parti dans l'autre sens, on a un tracteur, on fait du travail du sol. Parce que on se rend compte que voilà, on a fait de l'expérience même quand on s'est lancé ici, où on a fait des paillages. Donc au printemps par exemple on rencontre des problèmes de réchauffement du sol. Un sol qui est paillé tout l'hiver c'est très bien, ça évite le lessivage et tout ça. Mais derrière on a un sol hyper froid, gorgé d'eau. Et si vous sortez un plant de la serre à plant, où il a des températures adéquates, à 20 degrés, 18 degrés, pour sa germination, vous l'amenez dans un sol à 11 degrés, gorgé d'eau, froid. Bon, voilà, il n'y a pas de reprise. Donc nous ce qu'on fait c'est l'hiver on met généralement des engrais verts partout, donc le sol ne reste pas nu, c'est des engrais verts qui sont plantés, c'est des mélanges de céréales, de pois, du trèfle, et en fait on va laisser cet engrais monter tout l'hiver, et au printemps selon les cultures on va les broyer petit à petit, l'incorporer au sol un mois avant. Donc en fait il y a encore cette question de mois pour la fin d'azote où les bactéries vont faire le travail de transformer la matière organique en matière minérale. Et au bout d'un mois, ensuite, on va pailler avec du paillage plastique, qui lui aussi a un effet réchauffant du sol. C'est-à-dire qu'on va le faire 2 semaines avant. Et si on fait de l'expérience avec le thermomètre, on le voit, c'est flagrant. En fait, la terre chauffe vachement sous les bâches, ce qui nous permet de planter la betterave en mars. Ou sinon, il faudra attendre juillet, mettons, pour la faire sortir, quoi. Et voilà, après on est tout donc on est en bio. Au niveau des ravageurs, donc on a plusieurs méthodes. On fait de l'introduction d'insectes dans les serres pour lutter contre les pucerons, la tuta absoluta qui est une chenille qui se met sur la tomate, qui est un petit fléau depuis 5-6 ans qui est arrivé en France. Donc voilà, on introduit des bestioles qui s'appellent les macrolophus. Voilà, donc on a toute une gestion pour les insectes sur ça. Ensuite on commence tout juste là à vouloir utiliser des purins aussi pour renforcer le système immunitaire des plantes. Donc ça c'est des produits qu'on pulvérise avec un pulvérisateur sur les plantes. Donc purin d'ortie, purin de prêle. Voilà. Ça c'est encore des choses qu'on achète et que dans l'avenir on va essayer de faire aussi nous-mêmes en faisant pousser donc les plantes. Comme la consoude, c'est des choses qui poussent facilement et voilà. Donc il y a ça, et bien entendu en bio, c'est la clé du truc, hein, c'est les rotations qui sont super importantes. C'est-à-dire qu'on ne met jamais un même légume au même endroit. On a des rotations faites sur 5 ans. Donc mettons on va planter de la courgette sur ce bloc-là une année. Voilà, on n'y reviendra pas avant 4 ou 5 ans avec de la courgette, quoi. Et ça c'est hyper important. S'il y a une maladie qui s'installe, mettons un mildiou
Si on remet le même légume l'année prochaine, il y a forte chance que la maladie soit restée, le champignon soit resté dans la terre et que direct la plante soit infectée. Le fait de tourner comme ça, on limite vachement les risques de maladie, quoi. Donc ça c'est vraiment un indispensable. Donc ça demande une grosse logistique de savoir, quand on a commencé le truc, on savait que voilà, année 1 on fait ça comme ça, année 2 rotation, et donc là on a un gros tableau Excel où on a mis les couleurs selon les familles de légumes. Comme ça nous aide, on récupère ce tableau et ensuite ce tableau qu'on a monté. C'est une bonne prise de tête quand même à mettre en place. C'est pas évident, surtout qu'on a quand même beaucoup de familles qu'on cultive et qui sont les mêmes. Alors que la patate, la tomate, l'aubergine, le piment, le poivron, c'est la même famille. Les solanacées. Voilà, donc les solanacées. Et quand cucurbitacées, on va avoir tout ce qui est courgettes, concombres. Donc voilà, c'est quand même des légumes qu'on cultive pas mal et qui reviennent assez souvent. Donc ici, là, on était un peu limité par rapport à ça. Donc la parcelle qu'on ira voir ensuite à Biodos, ça va nous permettre de vraiment arriver à caler ce planning parfaitement. Ici, là, on a quelques familles, par exemple en serre ou en 3e année, on est obligé de revenir sur la tomate. Alors que dans l'idéal, ça aurait été encore d'avoir un an de plus, quoi. Ici, on est très bien. Si vous voulez, vu que c'était une friche, aux premières analyses, on était à 4% de matière organique, donc ce qui est très bon. En bio, on conseille au minimum un 2%. Pour info, des fois, dans des champs de maïs aujourd'hui qui ont été cultivés pendant très longtemps, on tombe des fois à moins de 1% de matière organique. Dans ce cas-là, la culture bio, sur un truc comme ça, avec si peu de matière organique, on peut oublier direct. Il faut passer un temps fou derrière pour ramener la matière organique, laisser le travail se faire, refaire des analyses et la voir. Mais encore, c'est pareil. Sur ça, il y en a qui, aujourd'hui encore, quand je vous disais, sur des pratiques qui sont faites sans trop de recul, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut amener que de la matière organique, que de la matière organique, que de la matière organique. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problèmes au bout de 10 ans, des blocages qui se créent et qui sont encore plus durs à revenir qu'au final un terrain où il y a eu des cultures avec des produits chimiques. Parce qu'en fait, il y a des blocages qui se créent avec trop de matière organique et le terrain peut être bloqué derrière au niveau bactériologique pendant 5-6 ans. Et donc ça, il y a très peu de recul sur ces pratiques d'amener de la matière organique à fond, quoi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur une gamme de fertilisants pour le moment qui viennent du commerce. Bon, après, on l'a choisi quand même soigneusement, ce sont que des produits utilisables en maraîchage biologique. Il n'y a pas de produits, c'est pas de l'engrais chimique, c'est de la matière organique. Sauf que voilà, c'est des professionnels qui font ça, donc si vous voulez, ils savent. Par exemple, un compost, on peut dire on fait nous-mêmes notre compost, mais si on n'a pas tous les éléments de mesure, le matériel pour le retourner au bon moment, en fait, il va monter à des températures folles. On va perdre tout ce qui est intéressant dans ce compost et tout ce qu'on va ramener, c'est de la matière sèche. Donc eux, voilà, c'est leur métier et si vous voulez, ils vont, dans le produit fini qu'ils vont donner, ils vont pouvoir dire que niveau activation de bactéries, il y a ça dedans. On a tant de pourcentage d'azote dans ce produit-là. Mais voilà, on se rend compte quand même que c'est vraiment l'amendement du sol qui est important et que derrière la fertilisation, c'est juste un appoint par rapport à des légumes très gourmands comme par exemple l'aubergine. Enfin, tout ce qui est de toute façon légumes fruits, c'est des légumes qui demandent beaucoup d'énergie. Et donc là, je ne pense pas qu'on peut passer au travers de faire un appoint fertilisant quand même. C'est pas de la céréale, quoi. Une céréale a besoin de beaucoup moins d'énergie. Un légume fruitier qui fait du fruit, voilà, ça a besoin d'énormément d'énergie. Donc voilà, il y a ce côté aussi à devoir tenir dans le temps. Au départ, sur l'idée où on ne voulait pas se mécaniser, aussi aujourd'hui on comprend que on va essayer de se mécaniser sur certaines choses, quoi. Là, cette année, on a investi par exemple dans une planteuse à patates. Au lieu de passer 2 jours à suer et avec des amis qui venaient nous aider un peu, on en a planté 2 fois plus en 1 heure de temps. Voilà. Donc ça nous laisse le temps derrière de mieux s'occuper des cultures, mieux s'occuper des plants. Voilà, parce qu'il faut savoir, c'est un métier quand même qui est hyper chronophage. Si aujourd'hui on ne le cautionne pas, mais qu'à un moment on a sorti du glyphosate parce qu'on a demandé à une personne de faire le boulot de 50, la personne ne pouvait pas gérer l'enherbement. Donc voilà, il y a cette compréhension aussi, quoi, de se dire que ça a été utilisé, on peut s'en passer, mais ça va amener d'autres techniques, ça va pas être... voilà, donc d'où le paillage plastique. Là on est en train de revoir pour les passe-pieds, parce qu'il faut aussi désherber ces passe-pieds.
voir d'essayer de semer du trèfle nain qui va rester au sol. Voilà, en fait, il y a beaucoup encore à chercher, quoi. Parce que nous, encore, l'enherbement, justement, c'est à peu près 60% de notre boulot. C'est une grosse masse du travail. Et voilà, il faut réduire ça au maximum pour pouvoir bien s'occuper des cultures, quoi. Cette année, si vous voulez, si on n'avait pas fait d'autres investissements, on serait arrivé à l'objectif du SMIC, donc au bout de la 3e année. Donc ça, on en est très content quand même, parce que c'est pas facile, hein, je veux dire, un SMIC chacun, ça fait quand même 15 000 € à peu près sur l'année. Donc pour 30 000 €, 30 000 € de tomates, de courgettes à coût de 2-3 €, ça fait du légume, quoi. Ça fait du légume. Donc cette année, oui, on a réussi à l'objectif du SMIC. Mais on ne s'est pas payé parce qu'on a réinvesti sur le dos. Et voilà, maintenant je pense que techniquement, cet objectif-là, il va être atteint. Après, il faut quand même qu'on fasse plus parce que là, la dernière, ça a été une très belle année. On a eu très peu de loupés. Et ça, il peut y avoir des années où c'est pas du tout le cas, en fait. Donc il faut quand même avoir, je pense, en moins, j'ai envie de dire, pour sécuriser 2 SMIC, il faudrait pouvoir en créer 3. Se dire d'en créer 3, quoi. Histoire d'avoir les variations entre les années qui peuvent être mauvaises. Il suffit qu'il y ait une grêle, ça peut arriver au mois de juin quand il y a tous les trucs en fleurs dehors. Là, il y a tout qui est foutu, quoi. Donc voilà, il faut avoir. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est se construire ce fond de roulement assez conséquent pour pas avoir la pression, enfin relâcher la pression et se dire que bon, de toute façon, c'est des choses qu'on maîtrise pas, et avoir les reins assez solides pour les surmonter. Ouais. Donc voilà, là, c'est notre serre à plan. Donc nous, on fait tous nos plans. Ça, c'est un choix qu'on a fait aussi au tout départ parce que on voulait avoir le choix de nos graines. Donc, ce sont des variétés anciennes, variétés population, reproductibles. Et à mesure du possible, on essaie de prendre aussi des graines qui sont libres de droit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des graines qui appartiennent à des trucs. Et pour nous, éthiquement, on trouve que c'est une aberration parce que les graines comme l'eau et l'air, enfin, ce sont des biens de l'humanité. Et c'est bien triste que des sociétés se soient accaparées ça. Donc voilà, donc il y a un gros travail qui est fait aussi en maraîchage, justement, par rapport à ces variétés population. Parce qu'en plus, on se rend compte aussi aujourd'hui que elles ont une capacité d'adaptation qui est bien plus forte que des graines dites ou hybrides, quoi, qui vont être faites pour un certain climat. Si vous prenez un semencier du sud-est, il va faire sa graine hybride, elle va être adaptée à son endroit. Vous la mettez ici, ça va marcher, mais voilà, génétiquement, elle est préparée pour être dans cet endroit-là. Alors qu'une variété population, elle a des gènes un peu plus adaptables et va s'adapter à un froid, un problème d'enracinement, elle va quand même aller pousser dessus. Et surtout, voilà, là on ne le fait pas encore parce que c'est un métier à part entière, mais on commence à récupérer un peu des semences. Donc là on a commencé à récupérer des semences de piment. Cette année on va essayer un peu de tomates et de courges. Et surtout aussi ce qui nous semble important, c'est que, encore avec des études, sur les fruits notamment aussi, ils ont fait des études voilà, sur ces variétés un peu hybrides. On a perdu beaucoup de nutriments. Et ils sont en train de se rendre compte, il y a des expériences qui ont été faites sur la tomate par exemple, c'est un bel exemple. Une tomate de variété ancienne, aujourd'hui ils ont calculé que, alors je ne sais pas laquelle ils ont pris autre, d'où elle vient exactement, mais j'ai envie de dire, mettons dans le pire des cas, d'Almeria au sud de l'Espagne, la tomate ancienne a 10 fois plus de nutriments, quoi. Donc pour l'équivalent en nutriments, il faudrait manger 10 tomates comme ça pour avoir l'équivalent nutritif d'une seule tomate. C'est pour ça que maintenant on trouve des fausses variétés anciennes. Ouais. Souvent, même les tomates, je vois souvent ils disent que c'est de la cœur de bœuf, vous voyez, en fait c'est de la côtelée et c'est pas du tout de la cœur de bœuf. Donc voilà, et ça, voilà, nutritivement, quand nous on a su ça, on était là, on peut pas faire. Il faut qu'on fasse du légume qui nourrisse, quoi. On a un chauffage sous les tables là, sur ces tables là, qui marche avec une sonde. On le règle à 20 degrés, qui est la température idéale de germination. Et si vous voulez, les premiers piments qu'on met en serre en avril, donc on gagne un mois par rapport à l'extérieur quand on met en serre, on les fait partir fin janvier. Fin janvier, vous pouvez avoir des températures très basses. Et une graine, voilà, pour qu'elle germe, il faut qu'elle soit entre 18 et 20 degrés. Et vous arrosez par-dessous aussi? Non, là on arrose par-dessus. Et quelle énergie vous prenez pour chauffer? C'est l'électricité. C'est Électricité. Sur notre prochaine serre à plan, on a pensé à faire ça. Donc ça c'est super, ça attire vachement tous les pollinisateurs. Là en ce moment vous passez le soir,
À 18h, ça grouille de tous les insectes qu'on peut imaginer. Les petits bourdons, les abeilles noires, les plus grosses abeilles, les frelons. Il y a vraiment du monde. Ce qui est intéressant aussi et qu'on est en train de voir, c'est que la fève, donc, elle va attirer un certain puceron, mais qui n'est pas le même qui va aller s'attaquer aux cultures d'été qu'on va mettre en serre. Donc c'est intéressant de laisser le puceron se développer là, parce qu'en fait ça va amener les auxiliaires, donc les autres bestioles qui eux se nourrissent de ces pucerons, et ensuite elles seront à côté, et quand il y aura, mettons, une attaque de pucerons là, bam, ça pourra dévier sur ça. Et ça c'est hyper intéressant, et c'est ce qu'on va faire à Budos, c'est les entre-serres, les préparer avec certains types de plantes pour certains insectes en fait. Comme ça c'est des niches à insectes où ils restent l'hiver, et comme ça on les a directement disponibles pour Mais celles-là, elles n'ont que cette vocation-là? Non, ça on va les récolter. Hein. Oui, quand même, mais oui, on les elles ont récolte quand double vocation alors. triple même. Triple. Je pense que c'est ça attire les pollinisateurs d'une part, ça fait du légume, et ça attire le puceron qui lui va attirer les auxiliaires. Et ça en plus, ensuite quand on aura fini de récolter, on va le broyer et l'incorporer au sol, et ça va aussi nourrir le sol. Oui, on le voit dans les champs de maïs souvent, c'est pas la même chose, c'est de la fève de rôle. Voilà. C'est un peu la même chose. Hein. Ça c'est une légumineuse, donc ça apporte de l'azote au sol. Ça. Donc ouais, c'est une bonne culture, ouais. La fève, une très bonne culture. On va peut-être aller à Budos aussi pour pas perdre trop de temps sur l'après-midi. Et peut-être qu'il y a un bus. Alors à Saint-Martin, le terrain fait 2 hectares, mais il y a, on va dire, 1 hectare cultivé. Et ici, le plateau, là, il fait 3 hectares. Il va y avoir 2 hectares cultivés à peu près. Voilà. Donc sur ça, en fait, il y aura beaucoup de... Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, à Saint-Martin, on voyait la terre travailler, qui est mis à réchauffer. Au départ, c'est comme là. Donc c'est un engrais vert qui est planté, qu'on broie. On laisse chauffer un peu la terre, essuyer. Après, on va bâcher et planter. Et donc ouais, c'est vraiment ça qui nous a permis de pouvoir nous... Comment ? C'est mis à disposition gratuitement ou vous avez une location? Non, on a une location. Ouais. Nous, on a insisté pour avoir une promesse de vente parce que voilà, c'est pas un champ qu'on va faire, on va faire du colza ou du maïs. On peut venir, on jette les graines, les trucs. Ici, il y a tout un système d'irrigation, un bâtiment de montée, l'accès. Voilà, c'est des investissements assez conséquents, quoi. Et voilà, en maraîchage, il y a quand même de l'investissement par rapport à une grande culture, quoi. Donc nous, on a insisté sur le fait qu'on voulait une promesse de vente pour nous sécuriser, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est super, ça fait le tampon, comme ça nous évite, si vous voulez, de faire ce crédit et de nous mettre un peu la corde au cou. Mais derrière, il faut qu'on soit sûr de pouvoir l'acheter parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre 150 000 € d'investissement sur un terrain et que à la fin du bail, on me dise merci, au revoir. Voilà. Parce qu'on est parti à 2 pendant 4 ans avec 300 € par mois. Voilà, 4 ans. Donc une personne seule, ça fait 8 ans à vivre avec 300 € par mois. Ça, après, c'est un choix personnel encore qu'on a fait, à se dire, nous, on ne veut pas s'endetter, mais on va vivre de cette manière pendant un certain temps. Et non, et comme je vous dis, c'est pas la faute à l'agriculteur. C'est qu'à un moment... mais c'est malheureux, hein, mais voilà, les gens ont des millions d'investissements et derrière ne revendent plus au prix ce truc. C'est une misère sociale, c'est un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide et c'est complètement misérable. C'est pour ça qu'il ne faut plus du tout repartir dans ça. Mais malheureusement, quand vous allez des fois dans les écoles, nous quand on était à Ouerreleuil, Crédit Agricole, tous les gens qui ont mis ces gens dans cette situation sont toujours là à aller voir les gamins en leur disant investissez dans ça, parce que c'est le truc du moment. Mais dans 10 ans, le gamin il aura mis peut-être 1 million d'euros là-dedans, et dans 10 ans, c'est terminé. Donc c'est pour ça que l'aide des communes est déjà donner l'accès au foncier. C'est une chose énorme, parce que quand on est hors cadre familial comme nous, on arrive... c'est très compliqué d'avoir des collectivités est importante. Ah oui. C'est vrai qu'on voit que les choses sont complexes. Donc il y a des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent vivre de leur... Bon, j'ai l'impression d'une passion quand même aussi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Voilà, si on n'est pas passionné... On veut nourrir un territoire. On voit bien qu'il y a des freins à l'acquisition foncière, il n'y a pas toujours de foncier. Il manque après peut-être des possibilités de déboucher qui ne peuvent pas être que de la cuisine collective, qui doivent être un mixte entre plusieurs formules. Bref, moi je pense qu'il faut une approche toujours très globale
sur un territoire qui doit se préoccuper de cette question. Et moi, je pense que c'est là où le rôle des politiques il est fondamental. Et on réinstalle le politique au centre. Parce que nous, on peut être un petit peu à l'écoute des préoccupations des habitants, des acteurs, etc. Et essayer de voir comment on peut accompagner, alors voilà, des installations, des mutations, forcément de la mutation aussi dans des pratiques. Parce qu'on voit bien que certaines pratiques, elles ont eu des effets qui sont très néfastes, et pour notre terre, et après aussi pour la santé. Hein. Je pense qu'on n'aborde pas cette question cet après-midi. Mais... Oui, on peut en parler aussi. Et donc, moi je pense qu'il faut un chef d'orchestre tout le temps. Et le chef d'orchestre, il faut qu'il fasse la partition à plusieurs acteurs. Et donc, c'est pour ça que moi je trouve important qu'on analyse bien les choses. Sur nos territoires. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Non, mais en tout cas, c'est une super expérience qu'on est en train de faire. Ouais. Et c'est une belle leçon de vie. Voilà, et puis si on peut montrer l'exemple aussi à d'autres jeunes qui veulent s'installer. Et voilà, vraiment avoir un cadre de vie qui nous convient aussi. Parce que voilà, travailler pour quelqu'un, c'est compliqué. Être indépendant, c'est quelque chose de très important. Et voilà, revenir aux valeurs anciennes avec des produits de qualité et des circuits courts. Et voilà, beaucoup d'humains aussi qui revient. Voilà. Du social, quoi. Merci. Merci pour votre pédagogie en plus, hein, dans la transmission de votre passion et puis de vos expériences. Du coup, je reprends un petit peu la parole pour faire un point d'étape avant la visite de la ferme d'Anthony et Zoé, et puis revenir sur quelques thématiques importantes qui ont été peut-être plus évoquées qu'abordées en profondeur. Jonathan parlait notamment de l'importance de réaliser à faire ses propres semences. Donc parce que, comme il l'expliquait, les semences paysannes ou les semences population, dans le jargon un peu plus technique du monde agricole, ce sont celles qui, in fine, vont mieux s'adapter aux conditions du sol, mais aussi aux conditions climatiques de l'environnement dans lequel elles vont grandir. Il faut savoir qu'on a perdu 75% de la biodiversité cultivée dans le monde entier, c'est énorme. Si on l'a perdu, c'est pour plusieurs facteurs, mais notamment à cause de la sélection pour faire des hybrides F1 par des grands groupes semenciers industriels. Encore une fois, ces choix à l'époque, ils ont aussi été pris pas que pour des intérêts économiques privés, mais aussi pour des questions de, à partir du moment où on commence à diffuser son réseau et sa commercialisation de fruits et de légumes et qu'on ne connaît plus le producteur et la façon de faire, ça a été toutes des processus qui ont été mis en place pour se rassurer d'un point de vue sanitaire en fait, hein, tout simplement de base. Et puis ça s'est accaparé et maintenant il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui militent contre la privatisation du vivant et pour que les semences redeviennent ce qu'elles devraient être et ce qu'elles devraient toujours rester, c'est-à-dire un bien commun. Et c'est aussi une certaine forme d'autonomie financière. Jonathan et Simon vous ont pas mal expliqué les problématiques auxquelles ils ont été confrontés pour eux s'installer en tant que cadre hors familial. Donc quand on dit cadre hors familial, c'est-à-dire qu'on n'hérite pas de la ferme de ses parents, de ses grands-parents et qu'on doit trouver soi-même ses terres et soi-même s'installer. Et donc c'est des coûts économiques qui sont juste parfois totalement délirants, comme ils ont pu le dire. Et c'est pour ça que Isabelle le disait très bien, c'est important que les collectivités territoriales, comme les communautés de communes, fassent ce travail de recensement et de préservation du foncier agricole. Dans le Seignance, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a 80% de terres qui sont de la forêt et de la prairie, donc c'est juste super génial. Il y a quand même de l'artificialisation des sols due à la pression immobilière et aux habitations notamment, qui font qu'on perd des hectares agricoles comme ça chaque année. Je crois que c'est 24 hectares de terres agricoles qui s'en vont chaque année, donc c'est pas aussi effarant que ça peut l'être dans certaines autres communes ou territoires de France. Et j'avoue qu'à titre personnel, ça fait plaisir de voir qu'il y a une collectivité territoriale qui est autant à cœur de préserver son foncier agricole. Là, on va aller du coup dans la ferme d'Anthony et Zoé, qui eux sont sur une vocation un peu plus pédagogique, mais tout autant nourricière
On est sur du maraîchage un peu moins classique et vraiment sur une ferme en polyculture élevage où ils essayent vraiment de diversifier leurs activités. Ils vont vous présenter tout ça et de mettre en place des choses différentes, notamment en accueillant et en utilisant des animaux de races rustiques. Donc c'est vraiment les races rustiques, c'est l'équivalent en animaux des semences paysannes finalement. Donc ils vont nous expliquer tout ça et on va voir comment eux, ils ont choisi d'organiser en fait leurs 7 hectares et tout leur parcours de production. Bienvenue. Vous êtes le premier bus à venir sur le terrain. On a fait tous ces travaux justement pour pouvoir accueillir des bus. Donc on est en train de créer un lieu culturel autour du monde de paysans, autour du maraîchage, arboriculture et élevage. Donc on va visiter un peu tout le site. Ça fait 3 ans qu'on a les terres, 1 an qu'on est propriétaire. On a passé le terrain, on a fait la conversion en bio dès la première année. Donc cette année, on va rentrer en production légumière. Les arbres fruitiers sont plantés en majorité, mais il en reste encore quelques-uns et bon, toujours ça sera agrémenté. Les animaux, il y a des petites unités qu'on va voir tout le long de la visite. Et du coup, à la base, ce terrain, c'était du maïs conventionnel. Ah oui, oui. Comme vous avez pu voir avant, chaque année c'était labouré en culture de maïs. Nous, on décide de ne pas travailler le sol, de vraiment ramener de la matière organique pour faire du stockage de carbone. Voilà. Et en agroforesterie, c'est des façons culturelles. On n'est pas des inventeurs, c'était là bien avant l'âge du tracteur. Donc on a rien à apprendre, mais c'est super intéressant. Il faut un peu plus de temps que arriver avec un tracteur, labourer, semer. Mais ça, je pense que ça vaut le coup. Vous avez combien d'hectares? Alors 7 hectares, dont 5 hectares, 5 en surface utile et 1 hectare passé en bois. C'est très important aussi pour notre projet le bois parce qu'il est en Natura 2000. Donc pour nous, notre lutte biologique, pour nos cultures, en fait, on a tout un écosystème qui est autour de nous, qui était là présent dans la forêt et qui est juste, il est arrivé très proche et très vite sur le terrain, quoi. C'est vrai que c'est un avantage. Oui. Et le non-travail du sol, on peut remarquer comme des salamandres, on travaille avec une association qui est Alcatorda, qui récupère des animaux blessés sur la route ou autres, comme des hérissons, des chouettes, des écureuils. Et ils cherchent des lieux où justement on ne travaille pas le sol pour ne pas détruire ses habitats. Donc on est une zone de relâché. Et c'est très bien, comme on est proche du marais d'Orx aussi, ça fait en quelque chose travailler un peu en symbiose avec eux, quoi. Enfin, on reste dans la même éthique que... Bon, d'un côté, on répare la terre, mais comme vous avez pu voir, on a fait des gros travaux. Comme on voudrait, ça va être un lieu où qui va vivre, donc on a besoin de recevoir du monde. Et on avait besoin de surfaces plates pour pouvoir construire des hangars, pour pouvoir travailler facilement et pouvoir respecter nos produits, parce que là actuellement c'est compliqué, on est obligé de ramasser, vendre en suivant si on a nos produits, d'avoir un hangar stocké à l'abri. Bon, donc là on est en démarche pour les permis, on attend la réponse et dès cet été les hangars seraient construits ici. Donc j'ai mis des piquets, il ferait 35 mètres par 10. Voilà, vraiment faire un lieu vivant, quoi, recevoir du monde. Le projet il sera en constante évolution. On ne sait pas demain qui c'est qu'on rencontrera, peut-être qui pourra apporter aussi quelque chose à ce projet-là. Actuellement on travaille avec un apiculteur. Voilà. Et un berger, mais qui s'installe. Au début on voulait qu'il s'installe proche pour garder cet esprit poly-élevage. Mais voilà, on n'a pas réussi à trouver de terre autour assez conséquente pour pouvoir installer un berger. Voilà. Donc vraiment l'objectif de ce pôle, en fait, ça serait de créer une dynamique dans la commune, que les gens puissent se retrouver ici. Voilà, ce serait un lieu ouvert en fait où les gens pourraient venir se rencontrer, partager des moments agréables après le travail. Enfin, voilà, ça serait et acheter des légumes en même temps. Voilà. Légumes, oui.
aussi. Et fruits, bon c'est en devenir. Hein. Oui, là les arbres. Voilà. Ah oui, puis on vous a pas dit aussi, il va y avoir un espace de transformation, donc tous les légumes invendus, déformés, voilà. Tout sera transformé sur place. J'ai pas mal d'expérience dans la conserve. Et du coup, je vais mettre en pratique mon expérience ici. Et l'objectif aussi, c'est que c'est vrai que ça représente quand même pas mal d'argent d'avoir une salle de transformation fonctionnelle, hygiénique, etc. Et l'objectif, ça serait de pouvoir la mettre en commun avec d'autres maraîchers du coin, s'ils en ont besoin, qu'on puisse se la partager, et donc en fait qu'on puisse peut-être se la financer ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on envisage. Mais ça, c'est à échéance plus lointaine, non? Bien sûr. Ouais, parce que... Alors, on voit où on a apporté de la matière organique et où on n'en a pas apporté. En fait, on a un sol, concrètement, c'était ça, quoi. Nous, avec de la matière organique comme on le voit là, en fait, on valorise le broyat de l'acide com, où pour 90 mètres sur 1,50 m de but, on enlève un sac poubelle de plastique. Mais à côté de ça, pour remonter un taux de matière, c'est super ce qu'ils ont mis en place. En fait, ils la donnent aux agriculteurs. Avec ça, on fait un mélange de fumier. Donc là, on a trouvé un agriculteur bio qui fait des chèvres. Et en fait, là, on va rentrer des cochons basques qui vont mélanger tout ça. Le but, voilà, c'est de rentrer en polyélevage, de faire plein de choses, mais à petite échelle. Il va remuer, en fait, il va me fabriquer un terreau. Pendant 3 ans, je vais travailler avec quand même Jean-Lucien Bessonnard qui va me remonter la matière organique pour toujours quand même la faire avancer parce qu'autrement je perds de la place. Et la mener au bout de 3 ans sur mes buts de culture. Parce qu'en fait, on travaille en permaculture. Voilà. Donc ici, ce sera plutôt verger, comme on a un très fort vent dominant de ce côté-là, c'est ça notre problème chez nous. On a des terres super, mais voilà, on a un vent dominant. Donc on met plutôt des pommiers, poiriers de ce côté-là, qui résistent plus à la gelée. Et ici, plus arbres à noyaux. Voilà. Dessous, on fera pousser courges, pommes de terre, là-dessous, et là, topinambour, pour voilà, laisser plus en jachère. Et pour les cochons, ouais, voilà. Ouais. On faisait comme ça en fait autrefois. Je me suis beaucoup inspiré des fermes, c'était même pas des fermes, c'était les maisons qu'il y a autour de Saint-Martin, autour de chez mes parents, et j'allais voir voilà, les anciens discuter. Et les gens maintenant, certains voyaient plus de vaches ni rien, donc c'était un peu vraiment, au lieu d'être agriculteur producteur, c'était voilà, vraiment aussi faire de la présentation de ce métier-là, quoi. On trouvait qu'on avait une place ici pour le faire, et c'est quand même un métier, c'est une passion qui, si on peut en faire notre métier, qui sera génial en tout cas à vivre, quoi. On va travailler aussi avec une personne qui va faire des champignons, endives et nouvelles pousses. Et donc là, c'était un ancien chemin de charrette qui fait tout le long de la parcelle et qui allait jusqu'au Marais d'Ors. Les anciennes fermes en fait prenaient toutes les vaches du coin et allaient au Marais d'Ors, voilà, les lâcher. Et on aimerait construire un bâtiment pour juste une couverture, en fait, faire comme une sorte de grotte pour voilà. Et en fait, ils recevraient les tubercules d'endives et ils feraient un roulement d'1 mois et demi. Donc on était en démarche de rester vraiment avec des races d'animaux locales. Mais on a vu que pour le rapport au public, les gens ils préfèrent des petites chèvres, des petits chevaux. Donc voilà, on a rentré ces petites chèvres là. Là c'est le parc à lapins. On a nos zones de maraîchage, mais tout le tour en fait est occupé par des animaux. Parce que pareil, les animaux nous entretiennent les allées. Et là derrière c'est des moutons mérinos. Donc on a choisi cette race parce que ça devient de plus en plus compliqué d'en trouver. Et que pareil en fait c'est une race sacrément utile pour produire de la laine de qualité, etc. Donc on a choisi cette race pour la conserver. Donc il y a le bélier qui va avec. Et il y a une Et puis filière pour la racheter. présenter au public. Vous avez une filière pour la racheter peut-être ici en France? Mais non, on va trouver une filière pour les chèvres mohair. Oui. Mais par contre pour le mérinos, non. Puis éviter aussi d'acheter des engrais parce qu'en fait pour une plante, on a acheté des engrais même en bio, des engrais contrôlés, alors qu'avec nos animaux, même si on ne sait pas tout ce qu'il y a à la composition dans une bouse de vache, c'est la terre sait quoi en faire, quoi. Par contre
Voilà, pour moi, un produit sorti d'usine, je veux pas travailler avec. Ça nous permet d'être autonomes sur nos engrais et puis là, une fois que l'abri sera construit, ça sera beaucoup plus facile pour nous de gérer le fumier, etc., quoi. Donc sur ces buts, on est arrivé au tout départ, la première année, on n'était pas propriétaire, donc on ne pouvait pas faire trop d'investissement ni rien. On est arrivé, on a récupéré 100 boules de foin qui s'étaient fait inonder là au bord de la Dour. On les a étalées pour faire une butte. On a été chercher de la laine qui n'était pas valorisée au Pays Basque. On a mis ça et après on a mis de la patate pour justement en fait casser la structure du sol. On a fait une bonne récolte et on a fait un apport de matière organique de pratiquement 70 de haut avec du fumier qu'on a tout laissé réduire. On a mis un couvert végétal et là on est arrivé à ce stade-là. Là on rentre en première année de culture. Et après pareil, on allait chercher des vers de terre dès qu'on voyait les labours dans les barthes. Si vous voulez venir voir l'intérieur d'une butte, vous pouvez. Voilà, pour les connaisseurs, on partait d'un sol vraiment gris. Ouais, c'est toujours humide, c'est frais quoi à l'intérieur. Et je passe sous ma couche, en fait, j'ai déjà gagné bien 15 cm sans avoir labouré de bonne terre. Donc en fait, ok, j'ai ramené de la matière organique, mais là c'est vraiment en train de se mélanger quoi. Donc ça pareil aussi, la nature, première année on n'avait rien fait, on avait un champ de rumex. Je sais pas si de là les agriculteurs fauchaient, mettaient un truc labouré, il faut passer le chez-elle et tout ça. Non, on va laisser faire et en fait il y a la chrysomèle, un insecte qui est arrivé, il nous a tout ravagé. Et maintenant, la deuxième année, on a eu du liseron. J'en ai quand même... Comparé à ce qu'on avait au départ, Ah ouais, rien. c'est rien là. Vraiment. Du rumex, le rumex il était là parce que le sol était extrêmement tassé à cause du labourage. Et grâce au rumex, en fait, c'est une plante pivot qui vient casser la première couche terrestre et qui donne à manger aux vers de terre qui reviennent progressivement. Et donc le rumex avait totalement sa place à ce moment-là et le but c'était justement pas de l'exterminer pour qu'il puisse jouer son rôle et revenir sur une terre de qualité et vivante surtout. C'est ça qui est difficile de toujours. Non, je vais pas travailler, je vais pas travailler mon sol, je vais laisser faire quoi. C'est ça en fait chaque fois. Parce que bon, du monde on en a toutes les semaines. C'est des gens ils ont envie qu'on réussisse aussi quoi. Puis c'est de la bienveillance, mais c'est difficile en fait de garder vraiment son. Parce que je suis pas sûr non plus à 100% du résultat. Je découvre certaines choses. Je savais pas que j'allais avoir ces insectes qui allaient arriver me détruire le rumex. Mais en attendant une semaine de plus, ça m'a pas porté préjudice. Pareil pour le liseron, hein. Cet été, là, à partir du mois de juillet, c'est rempli de sphinx du liseron. Donc il y a des papillons énormes qui arrivent. Et qui bouffent mais des mètres carrés. Ouais. Et c'est tendu. Mais il y a un lâcher-prise à avoir, quoi. Avant ça, on voit nos plantes qu'on a plantées mais se recouvrir par le liseron. Je me dis, mais elles vont crever, quoi. Je vais rien en sortir. Et non, en fait, comme on a des soleils aussi de plus en plus frappants, en fait, nos jeunes plantules, elles ramassent là au printemps. Et en fait, dès qu'elles sont un peu plus costauds, elles passent à travers le liseron. Lui, le liseron, il est déjà à son stade fort, il est en floraison. Et donc, mes légumes passent au-dessus. Donc, il y en a certains, je suis quand même obligé d'être un peu écarté. Mais dans l'ensemble, voilà. Et puis, on peut aussi se rendre compte, après voilà, c'est une supposition, on se rend bien compte qu'à partir du moment où il y a trop de mêmes choses concentrées au même endroit, la nature envoie en fait des missionnaires pour réguler quoi. Voilà, c'est incroyable. Donc on a pu le voir avec le rumex, on peut le voir aussi avec le liseron et ça régule naturellement. Puis on en parle pas mal dans les potagers de faire de l'association. Tout ce bois là, je viens de le faire rentrer, c'est pour ça que je peux plus trop ranger. Je vais faire un gros hôtel à insectes géant quoi en fait. Il y en a, ils le font en petit format, je fais les choses en grand. Et en fait, j'ai été voir des anciens qui ont 60 ans de permaculture là, ailleurs dans la France. Et en fait, justement, ils intègrent vraiment la lutte biologique dans les serres. Parce qu'autrement, même mes abeilles, elles n'ont pas assez de force pour pouvoir polliniser mes plantes, elles se collent au plastique. Donc il faut vraiment en fait, valoriser des guêpes, des bourdons, tout en fait, ce qu'a créé la nature, quoi.
Et naturellement, ça se mettrait dans des vieilles souches, dans des bois, dans des endroits à l'abri où ils peuvent hiverner. Je vous reprends au vol, du coup c'est un petit peu dommage, on n'a pas eu le temps de faire le tour complet du projet de ferme et d'écolieux d'Anthony et Zoé. C'est vraiment très différent de ce que Jonathan et Simon ont mis en place en termes, eux, de quantité de production avec vraiment des objectifs de rentabilité directe, où là on est plus sur du temps long, du travail du sol, ramener de la vie, ramener de la biodiversité. Ils nous ont bien expliqué le rôle des auxiliaires de culture qui sont les insectes, parce que les insectes, heureusement, ne sont pas que des ravageurs et peuvent aussi parfois être des auxiliaires de culture. Et c'est un peu cette vie-là que les projets agroécologiques essayent de ramener, de remettre dans les campagnes. Au fond de leur ferme, là où il y avait les 2 petits mobil-homes, il y a aussi un grand pâturage derrière, donc c'est là où il y a des poneys Shetland, où il y a d'autres moutons de Mérinos. Il y a un enclos avec des chèvres des Pyrénées. Et donc ils ont vraiment eu à cœur, comme pour les espèces végétales qu'ils accueillaient sur leur site, d'avoir aussi des espèces animales qui soient rustiques. Donc ils l'ont dit, c'est avant tout une démarche de conservation, mais leur but, ça a été rapidement évoqué, c'est vraiment que la ferme devienne un espèce de point d'appui pour plusieurs porteurs de projets agricoles qu'ils connaissent. Donc on a Nathan par exemple qui fait de l'apiculture, on a un autre jeune homme qui fait des moutons et dont la campagne va revaloriser la laine pour le coup. Donc c'est vrai que c'est des filières en fait qu'on remet en place petit à petit dans cette démarche d'autonomie et de résilience des territoires. Et c'est un peu aussi pour ça que c'était chouette de voir à quel point ils sont aidés par les agriculteurs voisins qui ne sont pas spécialement dans la même démarche, parce qu'il y a ce truc de je respecte ton test et cet état d'esprit, et j'ai aussi envie de voir moi ce qu'on peut faire de cette terre qui a été cultivée en maïs conventionnel pendant tout ce temps. Je vais essayer de vous décrire tant bien que mal avec mes mots la petite structure que nous sommes, donc EOL, restaurant solidaire, à Tarnos. Je vais essayer de décrire notre activité dans son ensemble. Je passerai allègrement la main à mes collègues Lucille qui va parler des menus, l'élaboration des menus, qui est notre diététicienne, et à Cécile, qui est notre encadrante technique d'insertion et qui s'occupe de nos publics et de nos collègues en parcours d'accompagnement au sein de la structure. EOL, restaurant solidaire, créé en 2006, suite à un besoin du territoire sur la fourniture de repas, principalement à la base initialement pour les personnes âgées, pour nos aînés. Donc au début une centaine de repas, 100, 120, puis 200 avec 12 collaborateurs. Aujourd'hui, EOL entame sa 15e année d'existence et nous sommes 60 collaborateurs au sein de la structure, donc 14 postes, alors en 14 et 15, Cécile étayera tous mes propos tout à l'heure. 14 postes sont dédiés à un public fragile, une personne en insertion, donc des gens que l'on éloignés de l'emploi. Pour des raisons trop fréquentes aujourd'hui. Passé 40 ans, on est déjà éloigné de l'emploi. Beaucoup de mamans solo, beaucoup de gens qui perdent pied suite à la vie qui est trépidante et qui devient un peu folle autour de nous. Donc on récupère ces personnes, on essaye de les accompagner avec des contrats de 2 ans maximum. Et le but étant de leur trouver le plus rapidement possible, grâce à l'accompagnement de Cécile, d'une assistante socio-professionnelle et de tous nos professionnels. On essaye de leur redonner un cadre dans le milieu du travail, et suite à ça, on essaye de les positionner chez d'autres employeurs, le but étant qu'ils quittent la structure EOL le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a 69-70% de taux de réussite, de sortie positive sur ce public-là, ce qui est quand même une prouesse. L'an dernier a été mis un peu en stand-by avec le Covid, où là, ils ont eu du mal à trouver des débouchés, et voilà. Mais sinon, on a quand même de belles réussites. EOL fabrique aujourd'hui et livre un peu plus de 5000 repas par jour sur un territoire allant de Dax à Hendaye. Voilà à peu près notre champ d'action avec 17 véhicules et 60 collaborateurs comme je vous ai décrit tout à l'heure. L'ADN en dehors de l'insertion est d'essayer de confectionner les repas avec un maximum, je dis bien, de produits locaux et bio, mais vraiment issus du territoire. Alors vu les volumes, on fait souvent appel également à des grossistes pour venir étayer ce que les maraîchers nous apportent. Mais essentiellement, on travaille les filières, que ce soit pour le veau, pour l'agneau, pour la volaille, pour les légumes. On essaye de travailler sur la planification et d'établir nos menus en fonction de ce que le territoire nous apporte.
Voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui pour l'élaboration des menus. Donc peut-être que Lucille, qui est très heureuse de pouvoir prendre la parole, va pouvoir vous en dire plus sur notre façon de faire. Donc, bonjour à tous. Voilà, pour l'élaboration des menus, moi je suis diététicienne. Je travaille avec Manon qui est diététicienne aussi. Et au niveau des menus, donc, nous proposons des menus pour différents publics, depuis les jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées qui bénéficient du portage à domicile. Et nous tenons compte de l'aspect nutritionnel, mais également nous sommes soumis à une loi qui est apparue depuis peu, c'est la loi Egalim, qui tend à proposer de plus en plus de produits bio labellisés. Donc il faut que nos menus comportent, d'ici janvier 2022, 20% de produits bio et au total 50% de produits labellisés. Donc pour vous donner une idée, pour le moment nous sommes à peu près à 30% de produits bio. 30% de produits bio, on est à plus de 44% et 50% de produits de qualité dans l'élaboration de nos menus. Et on n'a pas attendu cette loi pour travailler avec ces produits-là. On était déjà sur les filières et sur la planification et sur le fait de relocaliser les approvisionnements. Ensuite, au niveau, pour parler plus précisément du Seignance, donc on travaille avec les écoles de Ondres, de Saint-Martin, les centres de loisirs, de Saint-André également. Et ça représente à peu près 1000 enfants sur le temps scolaire qui bénéficient de nos repas. 4000 enfants au total en comptant Bayonne. Nous avons l'occasion de rencontrer les agents qui sont au plus près des enfants sur le temps scolaire lors des commissions menus, où nous présentons les menus et nous faisons le bilan de ce qui a plu ou moins aux enfants afin de pouvoir limiter le gaspillage alimentaire en adaptant après en fonction des remarques que nous avons eues. Et sur le Seignance aussi, donc on a le portage de repas à domicile où nos collègues cuisiniers confectionnent les repas et la livraison est assurée ensuite par le CIAS directement. Cécile va peut-être prendre la parole. Donc Cécile, notre encadrante technique d'insertion, qui nous aide au quotidien à épauler nos collègues et le public en parcours d'accompagnement. Voilà, donc effectivement, EOL, on a donc 15 postes en insertion qu'on appelle des CDDI, donc des contrats à durée déterminée d'insertion. Et voilà, donc c'est des parcours d'accompagnement. On en a 15, on en a 12 qui sont à temps complet et depuis le mois de novembre, on en a 3 qui sont à temps partiel. On fait un essai parce qu'effectivement, on avait quand même beaucoup de mamans isolées ou un public qui était plutôt très éloigné de l'emploi. Donc le temps partiel leur permet de revenir très progressivement et les mamans toutes seules avec des horaires beaucoup plus adaptés, que ce soit pour les crèches ou pour les écoles. Ensuite, on leur propose un accompagnement très personnalisé. Donc, on a l'accompagnement professionnel d'une part, donc avec ma participation au quotidien, puisque moi je les suis au quotidien sur le terrain en cuisine, épaulée bien sûr de tous les cuisiniers qui sont des relais, des tuteurs pour moi, puisque bon, je ne peux pas être avec les 15 salariés au quotidien. Donc voilà, il y a une vraie prise en charge sur les codes professionnels, sur les techniques à avoir de travail ou les méthodes de travail. Tout ça, c'est travaillé au quotidien. On évalue aussi leurs compétences, on évalue s'il y a des montées en compétences, puisqu'ils sont là aussi pour acquérir de l'expérience. Et voilà. Il y a aussi un accompagnement social qu'il se fait par rapport au CBE, au PLI, qui là, ma collègue Camille les accompagne sur tout ce qui est périphérique au travail, c'est-à-dire sur la sphère sociale ou personnelle, qui va travailler avec eux sur leurs projets professionnels, s'ils veulent faire une formation, ou les aider à construire leur CV, ou les techniques de recherche d'emploi. Camille également est là pour les remobiliser certains salariés qui, lorsque c'est très difficile pour eux de revenir sur l'emploi, qu'ils étaient vraiment très éloignés, du coup on peut avoir un suivi aussi pour qu'ils puissent garder pied et garder les repères qu'on peut leur donner. Donc voilà, ça c'est pour l'accompagnement. Et puis EOL, c'est vraiment un outil merveilleux par rapport à l'insertion, puisque on a beaucoup d'occasions de travailler des compétences.
Donc que ce soit dans la cuisine collective, donc en travaillant directement dans la cuisine, le self nous permet d'une part d'avoir un poste du côté de la préparation des plats ou sur ici l'organisation de la salle et la relation avec le client. On a aussi la livraison des repas, donc que ce soit dans les écoles ou au portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Donc c'est vrai que c'est deux choses aussi qui sont différentes et qui complètent leurs expériences. Et puis la dernière chose que j'ai oubliée, c'est... oui, voilà, parce que ça fait longtemps qu'on ne fait plus, donc c'est les repas VIP et puis le service traiteur qui malheureusement s'est arrêté depuis l'année dernière. Mais du coup, ça permettait aussi de délocaliser notre travail et leur montrer aussi un autre aspect de la restauration, puisqu'il n'y a pas que la restauration collective. Donc ça permettait de travailler un petit peu différemment tout ça. Donc c'est vrai que voilà, on se rend compte que c'est très très riche. Et donc on les accompagne sur le savoir-être, sur les savoir-faire, et qui sont des compétences transverses, c'est-à-dire qui peuvent être adaptables sur n'importe quel projet qu'ils pourraient avoir. Voilà, donc c'est notre engagement. Voilà, on est comme ça, on travaille. Alors si on revient sur les viandes, vous avez le petit tableau derrière vous avec le témoignage de certains producteurs. Vous me parlez des viandes, donc pour les viandes bovines, alors on fait appel à Massonde, à Souraïd, donc lui qui va quand même s'approvisionner assez loin, mais c'est régional de ses appros pour nous. La volaille, on travaille avec Anthony de chez Aldabia, Anthony Duruti. On a fait une filière 100% bio sur la volaille, où là ce sont que des fermes, parce qu'Anthony Duruti peut aussi prendre du conventionnel. Nous on fait avec des volailles bio sur des fermes locales du Pays Basque. Sur le veau et l'agneau, on travaille avec Bioscaria, donc filière palandaise mais basque sur ces appros-là. On travaille désormais 100% bio sur les pâtes avec Daniel Barenx, avec des pâtes fraîches des pâtes venant de Moléon, pas fraîches, pardon, sèches. Voilà, les huiles, on travaille avec les huiles Oléande à Mugron, beaucoup de produits laitiers, de lait de brebis, enfin là ils sont un peu tous cités, et les légumes, beaucoup de producteurs, là vous arrivez de chez Anthony je crois, ou de... Voilà, aujourd'hui il nous a fait faire un test avec un légume que nous on ne connaissait pas, les poires de terre, qu'on essaye de travailler via notre légumerie à la Once. Donc voilà un peu comment on s'approvisionne. Et en général, nous, on est connus pour ça en tout cas, c'est pour ça qu'on fait très très peu de marge et on respecte le prix du producteur, quoi. On respecte le prix du travail du producteur, quel qu'il soit. Donc on paye le prix, souvent pour certains, maintenant ça fait 5 ans que je suis là, ça a été commencé en amont certes, mais le fait cuisine centrale c'était un gros mot pour beaucoup de producteurs, beaucoup de maraîchers. Maintenant je pense qu'ils ne reviendraient pas en arrière. Donc ils livrent les cuisines centrales, en tout cas la nôtre, ça leur évite quand ils livrent un coup 500 kg, c'est bien confortable au juste prix, plutôt que d'aller faire beaucoup de marchés, voilà. Mais on est complètement ouvert. Aujourd'hui, j'ai cité Massonde, mais comme Aldabia pour la volaille, Bioscaria, voilà, on n'est pas ouvert on est ouvert à d'autres producteurs si la charte de qualité est là. Pour nous, c'est une évidence. Lucille a parlé de la loi Egalim, mais enfin, elle est là depuis bien plus longtemps que moi. On n'a pas, cette loi nous pousse un petit peu, mais on n'a pas attendu cette loi pour rentrer dans les clous et essayer de relocaliser toutes ces filières. On travaille sur le poisson actuellement pour vraiment avoir, et c'est pas évident, pourtant ça semble évident, on est à côté de l'océan, mais quand on veut 600 kg de poisson désarrêté, fileté, bien taillé, parce que pour les enfants il ne faut pas qu'il y ait une arête et que tout soit au bon grammage, donc c'est pas évident. On a réussi à le faire avec des bateaux immatriculés uniquement à Bayonne. Le poisson est transformé à Oyarzun, alors c'est juste un peu de l'autre côté de la frontière, mais est pêché uniquement en golfe de Gascogne pour éviter qu'on aille très très loin, que ce soit éventuellement transformé sur des bateaux-usines qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui on travaille sur cette filière et je pense qu'on est arrivé à un très bon résultat. Voilà, on travaille puisqu'on parle du poisson, on travaille depuis des années avec la truite de Baïgouri, qui est un produit de qualité. Là aussi, il ne rentre pas dans la loi Egalim parce qu'il n'est pas bio, ni il n'a pas de label IGP, AOP, quoi que ce soit, donc il ne rentre à rien. Par contre, nous, on juge que c'est bon, que c'est un produit local, que là, en bilan carbone, on est très bien et que c'est, pour les avoir visités 2 fois, c'est quand même un produit de grande qualité et on est content de le proposer dans les assiettes des enfants.
On parle beaucoup de cette loi Egalim, comme disait Lucille, mais nous, on pourrait rentrer complètement dans les clous en achetant 2 fois moins cher, en allant chercher du bio en Pologne ou en Italie, ou avec des grossistes. La loi Egalim, on remplit les cases facilement. Enfin, nous, on s'est creusé la tête un petit peu plus, on a essayé de jouer la carte du 100%, enfin 100%, le plus local possible en tout cas. Donc on travaille les légumes frais avec notre légumerie, et c'était un coleslaw qui était prévu, une salade coleslaw au menu. À la légumerie, on a eu un cas de Covid, donc notre légumerie s'est arrêtée de produire pendant 3 jours. Donc on avait cette salade au menu, on n'a pas voulu changer, on a prévenu, et on a fait cette coleslaw, non seulement pas avec des carottes fraîches, on l'a fait avec des boîtes. Retour de commission menu, on nous a dit les enfants n'ont pas aimé le coleslaw. Ça veut dire que depuis le temps qu'ils mangent nos produits, ils ont senti la différence. C'est la première fois qu'on a dû faire ça parce que dans l'urgence, du jour au lendemain, et les enfants, il semblerait qu'enfin les enfants préfèrent la carotte fraîche. Donc moi j'étais ravi d'entendre cette critique entre guillemets. Donc voilà, moi je l'ai pris très positivement, on a expliqué aux clients. Et ce qui s'était passé, j'étais plutôt ravi que les enfants disent que la coleslaw, la carotte était moins bonne. Ben, c'est parfait. Voilà, ça me va très bien. Dernière petite intervention de cette journée, du coup avec la visite qui se finit par le restaurant Éole. C'est vrai qu'après avoir entendu et écouté les problématiques de Jonathan et Simon, mais aussi d'Anthony et Zoé, et aussi des producteurs qui sont parmi nous aujourd'hui pour cette visite, c'était bien de voir qu'il y a des collectivités, des structures qui se mettent en place pour faire des débouchés commerciaux au juste prix pour les agriculteurs. Je pense que s'il y a aussi quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est cette question de la juste rémunération des agriculteurs, qu'ils sont sous-payés, que ce soit en conventionnel ou en biologique, et qu'en fait, à un moment, il va falloir qu'on accepte aussi en tant que consommateur de redonner sa juste valeur à la nourriture qu'on mange, d'autant plus si on veut une nourriture qui soit bonne pour notre santé et aussi bonne pour l'environnement. Et on se rend compte à quel point, en fait, en France, avec cette visite, tout repose vraiment sur les agriculteurs qui sont comme ça un peu délaissés. Jonathan et Simon, être à la fois au four et au moulin, c'est vraiment ce qui se passe pour eux. C'est-à-dire qu'on leur demande à la fois de produire de la nourriture, de surveiller leur récolte, de trouver des débouchés commerciaux, d'aller faire de la vente, du commerce, etc. Donc en fait, ils se retrouvent à faire 10 métiers au lieu d'un seul. Et c'est là où on voit que cet élan et cette impulsion et ce maillage territorial a besoin d'être soutenu vraiment par l'ensemble de la population, qu'il s'agisse d'élus, qu'il s'agisse de citoyens et qu'il s'agisse de gens qui cherchent peut-être à monter des activités économiques. C'est un petit peu la force quand même de la transition écologique sur nos territoires, c'est qu'on a des nouvelles activités économiques à créer, des nouvelles dynamiques et nouveaux territoires à mettre en œuvre. Et en fait, tout ça, c'est sûr que c'est déroutant parce qu'on l'a vu aujourd'hui, la preuve par l'exemple avec la visite des fermes, c'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi, une seule façon de faire les choses, d'autant plus quand on doit adapter ses cultures à son type de sol, à son climat, etc. Et pour trouver toutes ces réponses, on a besoin que l'ensemble de la société se penche sérieusement dessus et respecte le travail des pionniers et des pionnières qui le font au quotidien. Merci à tous, en tout cas j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui et puis j'espère qu'on se reverra bientôt pour les assises du Seniors. Merci.